J'ai été faire aussi Mme Buissoni. Et j'ai été faire aussi un interview Mme Rossillon il y a 5 jours. C'est Véronique Rossillon. Ah, je vois très bien. Elle m'a reçu. C'est tous les gens qui faisaient partie de l'association que votre papa avait montée. Voilà. Voilà. Et c'est tous les gens qui avaient plein de qualités. D'abord, c'était des scientifiques, puisque le mari de Mme Buissoni est polytechnicien. Il avait fait Polytechnique avec papa, donc je le savais. Avec votre père? Ouais. Ah bon. Alors j'étais très aimée des Buissoni. Je disais, oh là là, une fille de polytechnicien. Oh, monsieur Guichard, elle est quand même fille de polytechnicien. Jean, tout de même. Et donc les Buissoni, évidemment, c'était des grands amis. Et puis surtout, c'était tous ces gens qui avaient de l'argent et qui achetaient les collections que votre père souhaitait qu'on achète. Il y avait aussi cette grande qualité-là. Absolument. Et c'est le truc qui a commencé, le premier truc qui est cassé avec les Guémères, c'est ça. Mais moi, je me suis laissé dire, mais on ne va pas démarrer sur Non, pas du tout. Juste pour dire, je me suis laissé dire que très vite, il avait créé une autre association qui avait presque le même nom. Oui. Et les gens continuaient à envoyer les chèques, et du coup... Non, c'était... C'est Madame Buissoni. Oui, mais le Pastaga, il était bizarre, c'est-à-dire qu'il a créé une autre association, mais avec les commerçants du village. C'est-à-dire que lui, d'une association qui avait de l'argent, il en a fait une association genre je ne sais pas comment vous dire, gauche prolétarienne ou je ne sais quoi, c'est-à-dire on va prendre les plus pauvres, c'est avec eux qu'on va faire le musée. C'est une jolie idée si ces gens-là avaient quelque chose à raconter, sinon qu'ils n'avaient rien à raconter, et pas un sou, et que c'était dramatique. Et que tout ce côté, c'est tout de même pas la faute de votre papa si dans le Périgord, il y a plutôt des gens friqués, qui sont plutôt intelligents, qui ont plutôt des choses à dire et qui s'intéressent à la préhistoire. Je veux dire, c'est pas lui qui leur a dit surtout soyez riches, parce que votre papa, c'était pas ça, votre papa et votre maman, l'argent, c'était pas le plus important pour eux. Hein. Leur bouquin n'avait plus de valeur que tout ça. Et quand ils se retrouvaient en train de déménager, le souci c'était où va-t-on mettre tous nos bouquins? Le reste, on trouvera bien de la place. C'était ça. Ah, tout à fait. C'était vraiment ça. C'était vraiment ça. Ah bon, mais alors j'avais pas compris, excusez-moi, et on en termine avec ça, mais j'avais pas compris que c'était plutôt du coup... Non, bon, qu'il y a eu une autre association. Ah ben il a décidé qu'il en faisait une autre, et que surtout il prenait pas les prédécesseurs, et que surtout il voulait faire ça avec les locaux. Vous savez, le musée de préhistoire, voulu par les habitants des Aisies, voulu... En fait, c'est un monsieur qui n'a fait que mettre de la fumée partout. Pour moi, c'est parfait, parce que si vous voulez, je l'appelle là maintenant, il va me dire « Bonjour Catherine, comment tu vas ?» Il est toujours très sympa. Hein. Je crois que je suis la seule à lui avoir dit ce qu'il était vraiment, et devant tout le monde. Mais il continue à être très sympa avec moi. Puisque moi, j'ai refusé de travailler avec lui après votre papa. J'ai dit non. Il m'a dit, mais on continue la mission avec M. Clélimer. Je lui ai dit non, j'aurais bien volontiers continué s'il était resté dans le droit fil de ce qui était dit, mais faire croire qu'il dit autre chose alors qu'il dit exactement la même chose, parce que le problème, c'est que moi j'ai le programme de vos parents. C'est exactement ce qu'ils ont raconté qui est dit dans le musée, sauf que c'est moins bien dit. Mais c'est la même chose. Il n'y a pas une invention de Clélimer là-dedans. Pas une. Donc, s'entendre dire sans arrêt, ils ont pas fait, ça me fatiguait, moi. Il était encore en vie, là, votre papa. Oui. Oh, parce que, comment dire, ils ont pas fait, par exemple, publier... Ah non, parce que c'est ce que je peux vous expliquer, en fin de compte, c'est ce qu'était le boulot, comment je les ai rencontrés, vos parents, pour finir. Parce que moi, j'avais déposé une annonce, j'avais répondu à une annonce du ministère de la Culture qui cherchait des programmistes. Je ne savais pas ce que c'était que programmiste. J'avais monté ma boîte et j'aidais les collectivités locales à faire des grands projets. Alors ça pouvait être un centre des métiers d'art, ça pouvait être une maison d'initiation à l'environnement, ça pouvait être... Enfin, c'est un peu bizarre, j'avais décidé de monter ça. Et puis, je vois un appel d'offres qui dit on cherche des programmistes. Je dis qu'est-ce que c'est que programmiste? Alors je téléphone, je dis qu'est-ce que c'est que programmiste? Ben, écoutez, c'est vous qui définissez les besoins d'un équipement, vous regardez si on peut le faire à tel endroit, combien il coûtera en investissement et en fonctionnement, et vous faites un programme architectural pour définir au futur architecte l'équipement. Et donc, vous êtes obligé de discuter avec les utilisateurs, avec les financeurs, etc. Moi, je dis, écoutez, c'est ce que je fais sans le savoir. Moi, je suis un vrai monsieur Jourdain. Tout va bien, je vais faire programmiste. Donc, envoyez donc un dossier. J'envoie un dossier, je suis retenue. 3 mois plus tard,
ils me disent, bah, écoutez, donc j'étais retenue parmi les programmistes du ministère de la Culture. On a un travail à vous demander, il faut programmer le Musée national de préhistoire des Hésies. Donc tous les documents sont chez nous, vous pouvez venir les regarder, puis vous faites votre proposition. Je vais au ministère de la Culture, je débarque, et il y a un document qui s'appelle le programme du Musée national de préhistoire des Hésies-Taillac par Jean Guichard. Alors je prends le document, je n'avais jamais vu de programme de ma vie. Je prends le document, je le lis, alors religieusement, je suis restée au moins 4 heures au ministère, et je ressors de là en disant, écoutez, ça va être difficile, parce que le programme est fait, donc je ne sais pas ce que vous attendez de moi. Ah non, mais on attend de vous que vous le fassiez, mais d'une façon plus objective, vous comprenez, Monsieur Guichard, il est là depuis, je ne sais pas quoi, 37 ans, donc il n'a pas de recul, il est trop impliqué, donc on attend de vous que vous enleviez un petit peu tout ce qui est trop, enfin j'allais dire passionnel, quoi. Alors, bon, si c'était que ça, je comprends, parce qu'effectivement, par exemple, il disait qu'il voulait des toitures à 2 pentes, vous voyez, mais le document, il était fait. Il était fait. Sauf sur la partie muséo, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on allait présenter dans ce musée. Bon, donc moi je fais ma proposition, je dis bon, bah très bien, voilà, je prends pas grand-chose en fin de compte, parce que je me disais, le type il a tellement travaillé, moi je vais carrément lui piquer ses idées, et puis mettre mon nom, c'est un peu grave. Donc je vais quand même pas prendre grand-chose. Donc là, je ne connaissais pas encore votre papa, j'avais juste lu le document. Donc je prends rendez-vous, je débarque aux Hésies, et puis je rencontre votre papa et votre maman, tous les deux, mais qui me font un petit peu la tête. En disant pourquoi est-ce qu'on lui demande de venir, parce qu'en fin de compte, les programmes, le métier que je fais, c'est quand il y a un concours d'architecte, un équipement public en fin de compte, la loi maîtrise d'ouvrage public demande qu'on donne à l'architecte le programme. Et la loi, elle date des années 80 et 60, même 78. En fin de compte, grâce à cette loi, il y a plein de gens qui sont devenus programmistes, mais jamais la loi a dit qu'il faut que ce soit un programmiste qui fasse le programme. L'utilisateur peut faire le programme. C'est ce qu'avait fait votre papa. Il était allé chercher d'autres programmes de musée, je présume, mais il avait fait un document parfait. Moi, je suis encore sur ce qu'il avait écrit. Hein. Je veux dire, j'ai appris avec lui à faire ce métier. Donc on se voit, il était très très désagréable, je crois même que ce jour-là on n'a même pas déjeuné ensemble. Et puis à la fin de l'après-midi, comme je suis plutôt quelqu'un de franc, je dis mais qu'est-ce qui se passe quoi, vous avez un truc contre moi, je le sens bien, vous voulez pas me parler, ben, bah, évidemment vous arrivez là-dedans, vous avez piqué mon boulot, etc. Alors je lui raconte mon histoire. Je lui dis non, ah bon, mais moi je vous écoute. Vous savez, ils m'ont demandé à la base d'enlever des petites bêtises, mais peut-être qu'on va essayer d'enrichir ensemble et regarder... Donc en fait, à partir de ce moment-là, on a vraiment été très amis. C'était pas. Et alors, ce qui a surtout marqué, c'est que on n'a jamais dit qu'est-ce qu'il y aurait à présenter dans ce musée. C'est-à-dire, on parlait du Musée national de préhistoire des Hésies. Donc, avec le ministère de la Culture. Donc moi, j'avais des rendez-vous avec le ministère de la Culture qui me dit, écoutez, pour tout ce qui est muséo, c'est pas Guichard qui peut faire ça. Il faut vraiment des spécialistes, vous comprenez. C'était à une époque où le musée des Hésies, on l'appelait musée national de préhistoire et pas de la préhistoire, parce que c'était un musée de site. Et puis c'était un musée où on allait en short, donc c'était pas un musée de sérieux. Vous voyez ? Mais ça je peux vous dire, hein, c'est les grands patrons du ministère de la Culture qui le disaient. Donc c'est vraiment pas un musée de sérieux, etc. Moi, jeune à l'époque, je disais peut-être que parmi ces gamins en culotte courte, il y a le futur préhistorien de demain, c'est complètement ridicule, c'est logique qu'on soit en short quand on est en vacances, et c'est pas pour ça qu'on veut bronzer idiot, même à l'époque. Non. Donc ce n'est pas un musée national de la préhistoire, c'est un petit musée de site, le site des Hésies, vous voyez, petit musée de site, donc c'est le musée national de préhistoire. Important parce que depuis, il a gagné son article. Il s'appelle Musée national de la préhistoire. Bon. Sur la muséo, non. Nous allons faire un groupe de travail, et notamment avec Denis Vialou, qui lui, tout de suite, quand je suis allée le rencontrer tout seul, m'a dit, c'est vraiment des plaisantins. S'il y en a un qui sait faire le programme, c'est Jean, et aidé de Geneviève, donc moi, je ne vais pas m'amuser à vous faire de programme. Bon. Donc, on ne sait toujours pas ce qu'on présente en muséo. On lance quand même l'appel à candidature et 9 architectes font des propositions.
Alors, évidemment, ce sera Buffy qui sera retenu, mais votre papa avait préféré, je crois que c'était, je ne me souviens plus du nom, c'était un architecte lyonnais, mais bref, c'est bien Buffy qui est retenu. Sauf que Buffy ne savait pas ce qu'on allait présenter dans ce musée, puisqu'il n'y avait pas de programme muséographique. Et que donc, dans les coupes que Buffy nous a proposées à l'époque, il y avait des dolmens et des menhirs. D'où la grande hauteur. Si vous voulez, on ne met pas les silex ou 8 mètres, hein. Mais les dolmens et les menhirs, ça mérite quand même quelques hauteurs. Avec votre papa, évidemment, quand on a vu ça, on était assez mort de rire. Enfin, reconnaître, à force de ne pas vouloir dire. Bon. Donc, une fois que ce type est retenu, ce Buffy, on dit il va falloir quand même qu'il recompose complètement son projet parce que ça ne fonctionne pas avec nos silex. Et donc, il y a eu une semaine de colloques aux ESI avec tous les pontes de la préhistoire qui sont venus, et pour essayer d'expliquer à Buffy qu'on n'allait pas du tout présenter ça. Et ensuite, avec vos parents, on a fait le programme muséographique. Et c'est là-dessus que Buffy a continué à travailler. Alors ensuite, pourquoi ce musée ne s'est pas fait du temps de vos parents ? Parce qu'il y a eu plein de soucis. Parce qu'à chaque fois, il y a eu notamment la famille à laquelle on rachetait le bâtiment en dessous, qui étaient des grands amis de Chirac, je crois que c'était un médecin, je crois que c'était un ami du professeur Cabrol, quelque chose dans ce goût-là. Bref, à chaque fois, ils ont réussi à casser la déclaration d'utilité publique que votre père faisait en tant que maire. À chaque fois, boum, c'était cassé, et à chaque fois, on en reprenait pour un tour. Mais le programme muséographique, c'est-à-dire les collections, tout ce que ce musée avait à raconter, j'ai eu une mission complémentaire et je l'ai écrit avec vos parents. D'accord. Et c'est ce programme qui a été repris par monsieur Cléier-Mers dans son temps, c'est-à-dire qu'à un moment donné, votre papa était en même temps maire. Bon. Donc en tant que maire, il me dit un jour, écoutez Catherine, c'est bien gentil toute cette histoire, il me faut un musée de préhistoire à moi, monsieur le maire, mais comme je n'ai pas de plan d'occupation des sols, je n'impose pas de parking. Donc on est en train de construire un immense vaisseau qui va accueillir un maximum de monde sans parking, puisque comme je n'ai pas de plan d'occupation des sols, le maire que je suis n'oblige pas à faire des stationnements. Donc le maire que je suis vous demande si vous pouvez me faire une petite étude pour essayer de trouver un stationnement. Ce que j'ai fait avec lui, et le stationnement, c'est celui qui est sur place. Donc j'ai travaillé aussi, j'ai travaillé avec le conservateur et avec monsieur le maire. Alors attendez, le stationnement, c'est ce qui est près de la Vézère, là. Ouais. D'accord, c'est ça. Et le plan d'occupation des sols, alors il a fini par en avoir un? Il n'y en a jamais eu, parce que la commune était petite et qu'à l'époque, il n'y avait pas. Alors ça veut dire que c'était le règlement national d'urbanisme qui fonctionnait. Et l'État était bien content de ça, parce que la plupart du temps, quand il y a un plan d'occupation des sols, qui s'appelle maintenant les plans locaux d'urbanisme, évidemment, quand on fait un équipement public, on lui impose quelques parkings tout de même, surtout quand c'est un équipement de cette taille. C'est-à-dire que si M. Jean Guichard, maire à l'époque, n'avait pas fait ce parking, il n'y aurait même pas eu une aire de stationnement aux ESI. C'est aberrant. C'est aberrant. Et l'aire de stationnement qu'il a faite, M. le maire, il a dû acheter tous les terrains, tout seul. La mairie des ESI, avec ses 800 habitants à l'époque. Et pas beaucoup de sous, croyez-moi que c'était pas beaucoup de sous. Donc c'était quand même quelqu'un d'incroyable d'aller faire ce truc-là. Donc moi je l'ai aidé à trouver des subventions, bien sûr. Alors on s'est inscrit dans je sais plus quoi, un plan de référence. Le plan de référence des ESI de Taillac, voilà, face au grand musée de la préhistoire. Et là, il avait sa casquette de maire, donc j'étais au conseil municipal, je présentais le projet, etc. Donc ça, c'était assez séduisant. Et puis après, est arrivée sa retraite, donc en fait, il avait un petit préféré dont il ne m'a jamais donné le nom, à qui il aurait aimé confier ce musée, et c'est pas celui qu'a retenu le ministère, la direction des musées de France. Et je crois que la direction des musées de France a fait la bêtise de le dire à Cléier-Mers, que c'était pas le préféré de M. Jean Guichard, et ça, je crois que c'est ce que je crois est une grande bêtise, parce qu'une fois qu'il était désigné, je pense que Jean Guichard n'aurait rien dit, quoi. C'était comme ça, quoi. Mais l'autre, c'était un petit teigneux, le petit Cléier-Mers. Donc il en a beaucoup voulu à votre père, et là après ça s'est un peu dégradé. Moi, en tant que programmiste en tous les cas, votre papa s'en allant, le ministère de la Culture m'a dit, vous pouvez continuer à travailler avec M. Cléier-Mers. Donc moi j'ai eu droit à une grande réunion au ministère de la Culture, avec M. Erland Brandenburg, qui était directeur adjoint des musées de France.
qui avait donc tous les documents que j'avais fait avec votre papa, et qui passait la main, si vous voulez, à Cléimer, en disant Cléimer, vous avez lu tout ça, est-ce que vous pensez qu'on peut continuer à travailler, dans ce sens? Donc Cléier, en pleine réunion devant tout le monde, a dit que non, que c'était pas possible, que toutes les collections qu'il y avait n'étaient pas prises en compte, que lui, il allait en avoir beaucoup plus que ça, et que ce qui était proposé, c'était pas ce qu'il fallait faire. Et puis, on se retourne vers moi, on me dit donc, est-ce que vous considérez que vous pouvez continuer à travailler? Ah, j'ai dit, écoutez, non, parce que moi, j'aurais bien volontiers travaillé si on m'avait dit qu'il fallait enrichir le discours, parce que c'est ce que les Guichard auraient souhaité, hein, de toute façon, on ne va pas rester... Mais là, quand on considère qu'on va tout foutre en l'air, moi, l'administration, normalement, il y a un suivi, et je ne peux pas travailler avec quelqu'un qui va foutre en l'air ce que je viens de faire pendant 5 ans, hein, travailler à côté de gens qui avaient plein de talents, non. Donc, que M. Cléimer fasse ça tout seul. Donc, je l'ai renvoyé à son serre-truc. Et en fin de compte, il ne réussissait pas à s'en sortir, M. Cléimer. Donc, c'est pour ça que le ministère de la Culture lui a financé un colloque. Donc, aux Zézicalia de Taillac, on a eu un immense colloque avec des gens qui sont venus de toutes parts, des gens qui avaient fait des musées, des architectes, des conservateurs, pour expliquer. Alors, quand je dis financer, c'est-à-dire que le monde est venu de partout. C'est à cette date-là que votre papa a eu la mauvaise idée de mourir, en plein colloque de machin. Et donc, ils ont fait ce grand colloque qui a duré, je sais pas, 5 jours, pour essayer de faire comprendre à Cléimer comment on faisait un programme muséographique. Je vous affirme que c'est ça, hein, c'est aussi bête que ça, c'est aussi bête chou que ça, c'est-à-dire le projet était coincé, était arrêté, faute de programme muséographique. Qu'est-ce qu'on présente dans ce musée? Et c'est très curieux parce qu'on pourrait tous les deux retourner aux Zézi, prendre les documents de vos parents, je les ai, et de regarder, et vous verriez bien que c'est exactement ce qui est présenté. Donc je ne vois pas où est l'invention. On a fait quelques petits... D'ailleurs, on commence par Lucie, comme votre père l'avait demandé. En fin de compte, votre papa et votre maman, eux, ils voulaient un truc pour les enfants. Ils voulaient qu'on rentre... C'était une excellente idée. Ils voulaient un espace enfant, où on explique la préhistoire aux enfants. Là, c'était de Lucie à Astérix. Je me souviens très très bien. Et vos parents avaient dit une chose qui était super intelligente en disant, écoutez, c'est compliqué la préhistoire, donc on va faire un lieu pour que les enfants comprennent, mais c'est surtout que pour les parents qui conduisent leurs enfants, comprennent aussi, parce que dès l'instant qu'ils vont être près de leurs enfants, ils vont comprendre, et quand l'enfant posera des questions, ils sauront répondre. Et c'était ça, sur 80 mètres carrés, on racontait la préhistoire, et on se mettait à ce niveau-là. Alors moi, ça ne me gêne pas qu'il n'y ait pas d'autres collections. Ce qui me gêne, c'est que justement, il y en a, mais qu'on ne les comprend pas maintenant. Alors que quand c'était vos parents, on comprenait. Là, maintenant, c'est par hasard, en regardant un cartel, on dit, mais qu'est-ce que ça vient faire? Et on ne comprend pas trop. Parce que là, vous avez raison. Il y a surabondance et on n'y comprend plus rien. Je pense que si on avait parlé du Magdalénien, vraiment de ceci, de la Vézère, vous avez raison, quand on est là-haut, on la voit. Enfin, on est dans un endroit qui est le Périgord, qui est complètement mythique. Donc moi, ça me suffisait qu'on parle que de ça. Le problème, c'est que nos amis de Saint-Germain-en-Laye avaient gardé les collections, ne voulaient pas les redescendre. Alors maintenant, je crois qu'ils en ont redonné quelques-unes. Tout ça, c'était des luttes de pouvoir. C'est-à-dire que le musée national des antiquités nationales, d'ailleurs, il n'est pas musée de préhistoire, je ne vois pas ce qu'il faisait avec... c'est les antiquités, normalement. Hein, mais ils voulaient tout garder. Ils voulaient tout garder. Et il n'y a pas un seul visiteur. Je crois que Saint-Germain, il y a 50 000 visiteurs. Là où aux Zézi, quand j'y étais, il y en avait déjà plus de 100 000 qui venaient aux Zézi. Donc, ça ne me gêne pas. Je crois que vos parents, ils avaient idée que c'était au niveau des expositions temporaires qu'on deviendrait national. C'est-à-dire qu'on ferait venir des collections d'ailleurs. Et qu'on les mettrait toujours en référence avec les Zézi. Et ça, c'était ça qui était intéressant chez eux. Vous comprenez? C'est-à-dire parler du lieu qu'ils connaissaient le mieux et se dire que l'expo temporaire pouvait les emmener vers des ailleurs. Ça, c'était super intéressant. Alors, c'est pas forcément ce qui est fait maintenant. C'était ça la grande idée, avoir un grand espace d'exposition temporaire. Voilà l'homme qu'on a trouvé qui est encore avant Lucie, qui est ci, qui est ça, et qu'est-ce qu'il faisait, comment il enterrait, hein, comment était... Vos parents,
quand je les écoutais, c'était un rêve, parce que ils m'ont fait prendre conscience de tout ça. Moi, je ne connais rien du tout. Mais maintenant, eux, ils m'avaient tellement expliqué le climat. Alors maintenant, quand il y a la bagarre entre le réchauffement climatique, je les vois encore me dire « Mais enfin, Catherine, les rennes traversaient la Seine. Vous ne vous rendez pas compte de ça ?» Et moi, je les regarde et je dis oh, « Écoutez, vous avez fumé, monsieur Guichard, ou quoi ?» Mais Pincevent, vous voyez bien ce que c'est, Catherine. Ce n'est jamais qu'une zone de pique-nique de l'homme préhistorique qui venait chasser le renne et pique-niquer à cet endroit-là. C'est une zone de pique-nique, Catherine, parce qu'il faisait froid. On cassait la neige, on cassait la glace sur la Seine, vous voyez. Alors, à l'époque, l'homme, il était là, mais il n'avait pas eu le temps de faire tant de bêtises que maintenant. Donc c'est vrai qu'à travailler avec des gens comme ça, on a plus l'impression qu'Allègre est plus dans le vrai que les autres, quoi. Mais comme ça, simplement. Et c'était ça qui était intéressant aussi du musée qu'il voulait faire, c'était de montrer les différences de climat. Et tout ça, c'était très riche. Alors, on ne l'a plus dans le musée tel qu'il est fait maintenant, parce qu'on le veut trop scientifique et pas assez didactique. Et eux, ils avaient un vrai sens du didactique. Donc c'est vrai que... Mais n'empêche que eux, dans le programme, ils l'expliquaient. Après, vous savez que les Yémerles, quand le musée a ouvert, il n'avait pas fait un seul cartel. Cartel, c'est quoi? C'est ce qui définit, c'est les petites étiquettes qu'il y a à côté des collections. Mais c'est super important. C'est ce qui permet au public de comprendre. Il n'en avait pas fait. Ah non, mais lui, il n'a rien foutu du tout, à part se déguiser en homme de préhistorique et à faire la bouffe, là, parce que c'est ce qu'il faisait. Hein. Il se déguisait, moi, il m'a invité plusieurs fois. Il se déguisait, puis on allait manger comme on était au Paléolithique et on était en train de bouffer comme là-bas. Mais oui, comme dans le temps. Ah non, voilà. Non, mais enfin, je veux dire que, attendez, votre père, il m'a jamais fait ça, et c'était pas plus mal, hein. Je nous aurais vu, tiens, déguisé en barjot comme ça. Il aurait pu remarquer. Eh bien, écoutez, je vais vous dire une chose. Votre papa, parce que votre papa, comme il était musée national et conservateur du musée national, il assistait à la direction des musées de France, aux commissions d'acquisition pour acheter les œuvres. Il était toujours très triste parce qu'il disait moi j'ai toujours trois bifaces à faire acheter, ça ne coûte rien, et en plus ils ne veulent pas me les acheter alors qu'il y a des trucs qui coûtent la peau du dos et ils les achètent. Donc il était toujours un peu vexé. N'empêche que quand il est parti et que c'est Cléiémer qui lui a succédé, j'ai eu des échos qui ont été très désagréables en faveur de M. Cléiémer, hein, où les autres conservateurs disaient mais qui est celui-là? On dit ben non mais c'est le successeur de Jean Guichard, donc il vient juste... Comment ils ont dit exactement? Il faudrait que je retrouve la phrase exacte. Il vient juste de passer de la position 4 pattes à la position 2 pattes. Voilà, en parlant de lui. C'est normal, parce que c'est vrai qu'il avait une sale tête, quoi. Alors qu'il n'aurait jamais dit ça de Jean Guichard, qui avait une espèce de faconde sympathique, hein, et qui connaissait bien son boulot, et puis qui était quelqu'un de humble, parce que il m'avait aussi expliqué, lui, que en préhistoire, il y avait les Leroy-Gourand, il y avait les autres, c'était toujours des engueulades, c'était toujours là, et il me disait, et en plus Catherine, on croit qu'on détient la vérité, mais à chaque fois qu'il y a une découverte, bingo, on a tout faux, et il faut qu'on recommence à zéro, ça les vexe. Ça les vexe, et voilà. Donc, il essayait de m'expliquer ça tout à fait gentiment. Et d'ailleurs, il avait demandé qu'aux Zézis, au musée des Zézis, on puisse très facilement changer tout ça. En disant, on ne sait jamais, une découverte inouïe, et à chaque fois qu'il trouve un morceau d'homme ailleurs dans le monde, je pense à lui. En me disant, oh là là, elle aurait dit, oh ben ça, alors là, c'est incroyable. Voilà. C'est grâce à lui qu'on l'a agrandi, sinon on ne l'aurait jamais agrandi. Il s'est battu sans arrêt pour ça. Il a obtenu de l'argent comme je ne sais pas comment il a fait. À une époque où déjà on ne voulait plus d'argent, il a continué. Si ce musée existe, c'est grâce à lui. Mais alors là, il n'y a aucun doute. Mais aucun. Jusqu'au dernier moment. Et vous savez, hein, le Louvre, il n'y avait pas encore la pyramide. Hein. On était toujours dans les bâtiments du Louvre. Il était tout le temps là où il fallait. Et voilà. Et on allait voir toutes les personnes qu'il fallait pour pistonner ce musée. Ah non, mais il s'est battu comme... Il y avait la réunion au pavillon Molien. Ah, c'était ça. C'était ça. Quand il venait à Paris. Et je peux vous dire que vos parents, donc on a eu une grande réunion à mon bureau,
quand Buffy a été retenue, on a eu une grande réunion à mon bureau. Et je crois que là, on est encore devenus plus amis. Mon petit garçon venait de naître, je crois qu'il y avait 3 semaines. Donc, il était dans la pièce du haut. J'ai dit, on fait une réunion quand même, la secrétaire va s'en occuper. Alors, vos parents étaient là, bah, dites donc, voilà. C'était une sale époque, parce qu'en fin de compte, j'avais un cousin qui était otage au Liban. Et c'est pendant que vos parents et moi, on était sur les Hésies, qu'on nous a appris qu'il avait été tué. Ou du moins, c'était le bruit qui courait, mais on n'en était pas sûr. Donc le lendemain, j'arrive à cette réunion. Vos parents étaient là, bien sûr. Écoutez, Catherine, alors ils avaient fait le voyage des Hésies et tout. On comprendrait très bien que vous vouliez remettre cette réunion, parce que quand même, vous arrive un truc. Alors, et je me souviens les avoir regardés, puis ça les a vraiment étonnés. J'ai dit, écoutez, personnellement, je n'ai pas de preuve de ce qu'avancent ces gens-là. Donc, je ne vais pas remettre ma vie en cause à cause de ça. Pour l'instant, mon cousin, il est enlevé depuis plus d'1 an. J'espère qu'il est en vie. Ces gens-là peut-être me racontent n'importe quoi. En tous les cas, si vous voulez vraiment m'aider, il y avait tous les gens du ministère de la Culture autour, il faut faire de cette semaine de travail une vraie semaine conclusive, et qu'on soit tous d'accord et qu'on arrête de se chamailler pour des bêtises, parce qu'on voit bien que la vie, c'est pas grand-chose, hein, ça tient à un fil. Alors on va arrêter de se battre, de s'engueuler, de s'envoyer des méchancetés les uns les autres, on va tous se respecter, puis on va essayer d'avancer. Alors, votre maman m'avait embrassée en disant, eh ben on va faire comme ça, Catherine. Et du coup, il n'y a plus, vous savez, un truc sur non, on suspecte, c'est pas bon, c'est ci, c'est ça. Voilà. Donc, on s'en est servi de tout ça. Et on s'en est bien servi. Donc voilà, non, moi je sais que vos parents, je les ai revus assez régulièrement. On a même essayé de postuler ensemble sur Bibracte, puisque bon, bah, ils étaient plus sur les Hésies. Donc moi je voulais répondre sur Bibracte, alors on est allés ensemble à Bibracte. Mais qu'est-ce qu'eux, ils auraient pu faire à Bibracte? Moi j'avais une étude de programmation à faire, c'est-à-dire il fallait... je devais proposer. C'était... en fait, c'était à l'époque où on a fait le musée de Bibracte. Hein. Ils pouvaient m'aider à comprendre. Parce que moi, je ne suis pas une spécialiste de ça. Et ils étaient extraordinaires, tous les deux. Parce qu'il y a tellement d'argent à Bibracte, pour les fouilles, pour tout ça, qu'à chaque fois, ils revenaient me voir, puis ils me disaient, enfin Catherine, mais c'est honteux. Vous avez vu comment ils galvautent cet argent? Il y avait de l'argent partout, ça coulait à flot. Et eux, ils avaient des bonnes idées, bien sûr. Bon, c'est pas nous qui avons été retenus, c'est pas très grave, mais on a passé, oui, encore là, une petite semaine ensemble. Parce que vous savez, moi je travaille sur n'importe quel musée. Quand je vous parle du Palais des Gouverneurs, est-ce que je connais vraiment l'histoire de Bastia? Non. La préhistoire, c'est encore plus compliqué que l'histoire de Bastia, parce qu'on finit quand même par vite en faire le tour. Donc, eux, ce qu'ils pouvaient apporter, c'était des scientifiques qui pouvaient tout décortiquer, tout m'expliquer, c'est ce que je vous dis. Et sur le site de Bibracte, c'est assez extraordinaire, parce que Bibracte, en fait, c'est un endroit qui a été quitté parce que les Romains ont dit, vous fichez le camp de Bibracte et vous allez vous installer à Autun, on ne veut plus que vous soyez là parce que vous avez continué, vous êtes un peu trop haut, vous allez continuer à nous embêter. Donc vous partez. Ce qui fait que quand on fouille un Bibracte, on ne trouve que des trucs cassés, parce que quand les gens déménagent, ils emportent les trucs qui fonctionnent et les trucs qui ne fonctionnent pas, ils les laissent sur place. Donc toutes les fouilles ne donnent que des trucs pas très intéressants. Mais je sais pas, vos parents, ils avaient des belles idées, même en architecture, et puis, je sais pas, c'était agréable de travailler avec eux. Alors vous êtes venu plusieurs fois à Logeriotte. Bien sûr. Donc vous vous souvenez de la maison? Bien sûr. Elle était chouette, la maison, le bureau, là. Elle était très très chouette, cette maison. Elle était très très chouette. Mais je suis allée aussi quand ils se sont rapatriés à, je ne sais plus comment ça s'appelait, j'étais allée aussi. Ah oui, mais je suis allée aussi là-bas. Ah, je sais que vous aimez beaucoup, parce que ça... Mais vous savez, ça allait au-delà du travail, c'est-à-dire qu'on s'est rencontrés toujours dans des circonstances un peu difficiles, parce que il y avait toujours des trucs un peu tristes. Quand j'ai travaillé avec les Soubérans sur le musée du Périgord, parce que j'ai travaillé sur le musée du Périgord et sur le truc qu'a fait Jean Nouvel, là, sur Vésunia. C'est moi qui ai fait la programmation aussi. Et c'était après les Hésies, donc évidemment que je continue à voir vos parents.
Et même votre papa, il me laissait devant chez les Soubirous en me disant « Mais ces deux-là, Catherine, ce sont deux... » Alors je dis « Écoutez Jean, vous ne pouvez pas dire ça, vous ne pouvez pas dire ça. » Je dis mais si Catherine, ce sont des... Je dis « Mais non, je vous dis, monsieur le maire, c'était Yves Guéna à l'époque, les a recrutés. Ils ne devaient pas être très intelligents. Et puis le travail qu'on leur a donné, ils les a pas rendus malins. » Moi, je me souviens, et vos parents avaient un tel recul par rapport à tout ça. C'est vrai que c'était deux gentilles personnes, les Soubirous, mais il n'y avait aucune qualité, quoi. C'était un truc en train de mettre des couleurs sur des photos qu'elle tirait de la guerre du feu pour essayer d'expliquer des trucs. Tout était faux dans ce qu'elle racontait. Donc moi, je venais de deux barjots scientifiques complètement cinglés, puis je me retrouvais au ras des pâquerettes, voilà. Mais en même temps, il disait, vous êtes quand même extraordinaire, Catherine, parce que vous défendez même... Je dis, mais je défends l'indéfendable, Jean, je vais pas dire. Moi, vous savez, hein, l'État, il fait ce qu'il veut. Hein, on met des gens incompétents dans des endroits. Moi, je vais pas dire qu'ils sont incompétents. J'essaye de faire au mieux. Voilà. Et total, on a fait un beau projet. Je crois que Esunia, ça plaît, le truc de Jean Nouvel plaît, voilà. Après, les gens qui vont me dire, il fallait faire ci, il fallait faire ça, c'est comme aux Zézis, si vous voulez. Au bout d'un moment... c'est sûr que quand on commence à vous dire qu'il n'y a pas assez de place pour les réserves, alors qu'on en avait quand même bien préparé des réserves, tout est simple après de dire du mal de ceux qui ont fait. Les derniers sous qu'il avait obtenus pour faire ce musée national de préhistoire, il ne fallait pas les lui toucher. Hein. C'est pour ça que je vous dis qu'il était tout le temps sur place. Il était tout le temps sur place. Hein. Et il est parti qu'en étant sûr qu'il y avait le financement. Ça, c'est clair. Donc, alors pourquoi on a attendu autant de temps, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je crois qu'à l'époque, au musée des Antiquités nationales, il y avait quelqu'un qui était non pas contre votre papa, mais contre l'importance du musée des Zézis. Mais c'était Henri Delporte. Voilà. Oui. C'était Saint-Germain contre les Zézis. Voilà. C'était pas votre papa qui était visé, hein, c'était les Zézis. Et il fallait surtout pas, parce que les Zézis, il fallait pas que ça donne un quelconque pouvoir aux Zézis, c'était pas possible. Il fallait que ça reste ce petit truc sympathique, fait par Froidevaux, voilà. Ça suffisait. Le grand musée, ils n'en voulaient pas. Mais Clélier, c'est un homme de Delporte. C'est ça. C'est bien pour ça que ça n'a pas fonctionné avec votre papa. Mais non, ça n'a pas fonctionné parce que je crois que l'autre a été vraiment nul, méchant. Il est allé attaquer votre père sur des bêtises, style je sais pas quoi, il avait piqué des timbres. Une histoire absurde, mais je sais pas, votre papa m'a appelé en me disant « Mais enfin Catherine, vous vous rendez compte ?» alors je crois que le directeur des musées de France est venu sur place, moi j'y étais aussi, pour faire se rencontrer Clélier-Merle et Guichard qui avaient demandé votre papa qu'on s'excuse. Et il a obtenu les excuses. Mais c'était incroyable, 8000 francs. 8000 francs de timbre que votre papa aurait dérobé. Alors tout ça parce que votre papa, il s'était... Je lui ai dit, vous Jean, vous n'auriez pas fait ça, voilà. Vous devez toujours être plus blanc que blanc, et du coup, voilà. Il avait décidé de faire un petit cahier où il mettait ce qu'il envoyait comme courrier. Sauf que, quand c'était en 10 exemplaires, il émettait une fois, quoi. Et se servant de ça, l'autre a décidé que... en fin de compte, Monsieur Guichard avait donc provisionné une somme de timbres qu'il n'avait pas consommée. Vous comprenez? Alors qu'en fin de compte, le maire des Zézis, le plus souvent, envoyait son courrier depuis la mairie des Zézis, même quand c'était le musée, et que je pense que c'est plus ça qui était ennuyeux, parce que j'avais dit un jour, j'ai dit, faites attention quand même, c'est complètement du mal, mais je sais plus, moi, je suis d'un côté, de l'autre, de toute façon, dans les deux cas, il n'y a pas de sous. Alors, hein, voilà. C'est quand même absurde, voilà. C'est quand même bête, quoi, maladif et méchant. Et après, cette espèce de méchanceté, quand votre papa a déposé toute sa collection, de lui interdire de revenir voir sa collection aux Zézis. Avoir votre maman au téléphone en disant Jean, il était en train de mourir, et l'autre, il ne veut pas le laisser rentrer. Mais attendez. Comment on fait ça? Collection de quoi? De cailloux ou de livres? Il a donné cailloux et livres, je crois qu'il a donné aussi une partie de sa documentation. Mais c'est cailloux aussi. Mais il continue à les étudier, ces cailloux. Tout ce qu'il a fouillé à Logerie Haute, enfin, il faudrait que je sache exactement ce qu'il a donné. Il les avait remis
mais il n'était pas obligé, puisqu'il était en train de les étudier. Donc il les a remis, souhaitant continuer à les étudier. Et ça aurait été tout à fait logique. Mais l'autre lui interdit l'entrée. Et puis il y a une histoire de bouquin aussi. Ah, je sais qu'il a estimé aussi que votre papa avait volé des bouquins. Enfin, c'était absurde, alors que c'est des bouquins qu'on lui offrait constamment. Non, puis c'est le contraire. C'est le contraire. J'ai même la preuve. Ah oui. J'ai une preuve que c'est le contraire. J'ai un bouquin d'un typologue belge qui s'appelle Jean Dehinzelin de Bourgourt, qui avait fait la campagne de Nubie avec mes parents dans les années 61, 62, 63, 64. Et Jean Dehinzelin, fin 64, a sorti un bouquin de typologie. Comme Borde en a sorti aussi à peu près en même temps d'ailleurs. Et donc évidemment, il en a dédicacé un à mes parents, il leur a envoyé. Début 65, et tout de suite mes parents ont tamponné J et G. Guichard, c'est tout à fait normal. Tout à fait. Et ensuite, quand ils sont arrivés aux Zézi, et ça, Alain Rousseau, je ne sais pas si vous connaissez, oui, je vois. me le dit devant la caméra, Alain Rousseau m'a expliqué que dès qu'ils sont arrivés en 67, ils ont placé leur bibliothèque de préhistoire aux Zézi pour que ça puisse être consulté, pour que ça serve à tout à fait. Et ça ne m'étonne pas de... C'est Laurier, le premier, qui a un petit peu checké tout ça, et Alain Rousseau aussi. Enfin, je veux dire, l'installation pour grandir de la bibliothèque. Et donc, or, ce livre que j'ai fini par récupérer a été retamponné Musée national de préhistoire. Ce qui prouve bien que certaines fois, parce que là c'est vraiment agent Guichard. Mais évidemment, évidemment. Donc, ça prouve bien que cette opération de double tamponnage, contrairement aux assertions de celui qui avait été mandaté pour faire ces opérations de vérification et qui était Gérard Mouillac, qui est aujourd'hui décédé, contrairement à ces assertions, la plupart du temps, c'est le contraire qui s'est passé. C'est-à-dire qu'ils ont tamponné le Musée national de préhistoire des livres qui appartenaient à mes parents. Vous voyez, parce qu'il y a quelqu'un de Paris aussi qui est venu pour l'inventaire à un moment donné, mais ça, vous n'avez pas. C'était sûrement avant que vous commenciez vous-même à intervenir. Oh non, c'est pas sûr. Non, peut-être pas. Non, c'est pas sûr. Il y a quelqu'un qui a été mandaté, qui est venu, qui a dit bonjour, maintenant, c'est tout de suite inventaire de la bibliothèque. Et c'est moi qui m'en occupe. Et ça, déjà, il a été mis sur le grille. Non, mais c'est parce que Cléier-Merle n'arrêtait pas de dire des bêtises. Alors là, de toute façon, hein, il a vraiment dit toutes les méchancetés qui se pouvaient. Il a continué, ce type, hein, parce qu'après, il est allé acheter des collections dans le Lot. C'est pas honnête ce qu'il a fait, donc le Conseil général du Lot ne peut pas le sentir. Non, le type est pas franc du collier, le moins qu'on puisse dire. Le moins qu'on puisse dire. Plus d'une fois, moi je vous dis, je l'ai déjà bien envoyé balader, mais plus d'une fois je m'étais dit que j'irais lui mettre ma main sur la figure. À ce point, hein. Ah ouais, parce que j'ai trouvé que c'était vraiment misérabiliste, que ce type était misérable. Votre papa meurt, il y a le colloque qui s'ouvre, votre maman qui me dit ce qui serait bien, Catherine, c'est qu'on puisse parler de Jean, vous vous rendez compte, il vient juste de mourir et le colloque s'ouvre, ce serait bien qu'on puisse le mettre en hommage à Jean Guichard. Alors évidemment, je crois que c'était Jacques Salois qui devait être directeur des musées de France à l'époque. Donc je fais ma demande et puis on me dit non parce que, comment il s'appelle, notre ami Cléier-Merle ne veut pas. Et puis pourquoi pas Peyronnie, pourquoi pas Nana, pourquoi... Alors, je dis Jean Guichard parce qu'il vient de mourir. Et que c'est lui qui a obtenu tous les sous pour faire ce truc-là, c'est tout. Bon, non. Bon. Alors comme je savais que Roland Dumas venait... non pas inaugurer le colloque, mais recevoir tous les participants après au restaurant d'à côté où on était tous invités en grande pompe. Je me suis rapprochée de Roland Dumas, il se trouvait que je le connaissais à cause de mon cousin, comme quoi, et que je le connaissais à cause de votre papa, puisqu'il était député, et que c'était lui qui était venu inaugurer tous les espaces publics de la mairie des Zézi. Donc c'est lui qui était venu inaugurer le parking, inaugurer tout ça. Et donc on s'était rencontrés. Bon. Alors je lui ai appelé lui, en lui disant, mais est-ce que vous pouvez en parler au moins? Ah, il m'a dit évidemment que je vais en parler. Et du coup, lui a parlé de Jean Guichard. Alors franchement, c'était vraiment absurde. Je me souviens avoir dit à Salois, écoutez, ce que vous n'avez pas osé dire, lui il va le dire. C'est quand même insensé, quoi. Alors pas dans le même lieu, parce que... l'autre il avait décidé que c'était pas bon, quoi. Le Cléier-Merle, il voulait pas. Mais c'était n'importe quoi. Je dis, mais même la mort, ça vous fait pas vous arrêter vos conneries. Même la mort.
Je dis, mais vous savez, hein, le jour où tu vas crever, toi Cléier, j'espère être encore vivante pour pouvoir dire, et on l'oublie. À l'époque, je l'appelais, c'est pour vous dire. Hein. Et exprès, hein, à chaque fois on me disait, mais non, c'est merde, au dos. Ah non, moi j'ai vraiment senti ce que ça pouvait être que quelqu'un de bidon. Parce que je me disais, parce qu'on peut, comme m'expliquait votre papa, avoir des théories différentes, s'engueuler parce qu'on n'est pas d'accord. Mais on se respecte. Et là, il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas ce simple respect. C'est-à-dire, franchement, que les coups bas. Allez me dire que les deux autres étaient des escrocs. Vous voyez votre maman. Alors là, franchement, c'est absurde. C'est absurde. Alors qu'on les voyait partis avec... on ne sait pas comment on va s'en sortir, on ne sait pas de quoi la vie va être faite. C'est vrai, ils sont partis, ils étaient quand même... Non, moi j'ai trouvé vraiment que c'était un petit peu du grand n'importe quoi. Ben, c'est-à-dire qu'ils sont partis et il y avait une sorte de précarité. Il y a toujours eu une précarité chez eux, malgré tout. Je sais bien. Attendez, il y avait pire, parce que tout de même, votre maman, elle était payée rien du tout. Et pendant toutes ces années-là, elle a assuré tous les ateliers pédagogiques du musée. C'est-à-dire que Jean Guichard sans Geneviève, ça ne voulait rien dire du tout, et le musée ne voulait rien dire du tout. Parce que tout l'aspect pédagogique, c'est votre maman. Ça, c'est clair. Et elle était payée à l'époque rien. Je crois que ça devait être 1500 francs par mois. On se moque de moi, là, quand même. Là, j'avais dit que c'était purement scandaleux. Parce qu'elle avait je ne sais pas ce qu'on lui avait donné comme qualificatif. Hein. Mais la plupart du temps, vous savez, on nous raconte les commerçants, leurs femmes qui n'ont pas de statut. Mais les conservateurs, c'est pareil. Alors c'est peut-être parce que ça commence pareil. Moi, j'ai trouvé ça honteux. Parce que là, il y a vraiment un travail scientifique. Dans le cas de votre maman, enfin, les bouquins qu'elle a fait, c'était quelqu'un, votre maman. C'est honteux ce que faisait le ministère. Et ça, c'est l'État qui faisait ça. Alors évidemment, quand ces personnes-là vont à la retraite, il y en a un, on lui a refusé qu'il soit conservateur en chef, je sais pas quoi, pour pas qu'il touche... il a fini par l'être, mais il a lutté, hein. Il a lutté, hein. Jean-Patrick Caille, ça veut dire quelque chose? Oui, tout à fait. A lutté aussi à l'époque. Il y a des gens qui se sont battus pour qu'au dernier moment, Parce qu'il était très inquiet de ça. Et pendant ce temps-là, vous aviez votre maman qui avait travaillé vraiment comme... C'est pas possible ce qu'elle faisait avec les élèves là-bas. C'était incroyable. C'était elle, en fait. Ce qu'on a appelé maintenant pompeusement dans les musées le service des publics, elle était le service des publics, elle toute seule. Hein? Et si les Zézis étaient connus, c'est à cause d'elle. Hein? C'était pas... Elle était très pédagogue. Évidemment. Puis elle n'avait pas peur de toucher les choses, d'être éventuellement un peu choquante. Tout à fait. Et les Zézis étaient connus aussi à cause de cette espèce d'abominable statue qu'il y avait en haut. Et votre papa qui se mettait toujours devant sur c'est dommage parce que elle veut rien dire cette statue. Mais en fait, les Zézis, c'est connu juste à cause de ça. De ce truc qui ne veut rien dire. C'est la tour Eiffel des Zézis, quoi. Mais bon, c'est vrai que... Il se mettait à côté, il disait, vous vous rendez compte? Ça, c'était quand même très amusant. Et autrement, donc, en ce qui concerne mes parents eux-mêmes, ils avaient un côté non-conformiste quand même. Ah, bah, totalement. Totalement non-conformiste. Totalement. Pour moi, c'était vraiment... Mais même dans ce milieu de conservateurs, c'était des gens vraiment très à part. Alors moi, au début, j'ai cru que c'était parce que c'était des préhistoriens. En me disant, bon, ces gens-là, c'est pas comme les musées de Beaux-Arts, c'est pas... Mais depuis, j'en ai beaucoup. J'ai vu beaucoup de musées archéologiques. Non, ils sont très conformistes, au contraire. Donc, c'est pas vrai. C'était vos parents qui étaient comme ça. C'était... je sais pas. Ils avaient un côté que j'aimais parce qu'on avait l'impression que c'était vraiment leur musée. Mais pas méchant, ce que je veux dire. C'était... Ils vous invitaient chez eux, quoi. Le musée des Zézis, c'était... C'est merveilleux d'être comme ça, de vouloir tout donner pour le public. En plus, je me souviens quand elle était passée à Apostrophe, elle m'avait prévenu, il fallait que je regarde Apostrophe, j'ai regardé. Oh, c'était extraordinaire. Ouais. Et qu'est-ce qu'il était fier, votre papa. Ouais. C'était extraordinaire. Comment elle l'envoyait balader des fois. Parce qu'en fait, je voyais plus souvent Jean, parce pour finir, on allait déjeuner ensemble quand on bossait. Et puis elle ne souhaitait pas être des nôtres.
Mais après, quand j'allais chez vous, chez eux, là, elle prenait toute sa place. Ouais. Il était marrant. Il voulait rien dire si elle n'en était pas d'accord. Hein. C'était vraiment... Mais elle le boostait bien. Hein. Allez, vas-y. Puis défends-toi. Ah non, c'était vraiment... Et alors, demain ou après-demain, j'ai rendez-vous avec Michel Ruchowski. Alors, Michel Ruchowski, c'est un grand monsieur. C'est un grand monsieur parce que lui aussi, il travaillait à la direction des musées de France, il y est toujours. Et il était inspecteur. Il était jeune. Maintenant, il est à 1 an de la retraite, donc on vieillit tous, mais il était plus jeune que Jean Guichard. Et c'est lui qui a suivi tout ce projet depuis le début, pour le compte de la direction des musées de France. Donc un petit peu comme Vialou. Mais lui était côté musée, côté direction des musées de France. Et il avait une énorme affection pour vos parents. C'est un monsieur très bien, Michel Ruchowski. C'est quelqu'un de très bien. C'est un grand calé en préhistoire. C'est celui qui vient de faire passer toutes les lois sur l'archéologie. C'est un grand monsieur. Sa femme est spécialiste des tissus coptes et travaille au Louvre. Madame Ruchowskaïa. C'est une petite merveille, Michel Ruchowski. Votre papa l'aimait bien. Et vraiment, il n'y a jamais eu aucun souci avec lui. Par exemple, quand je vous parle de cette semaine qu'on a passée ensemble aux ESI pour essayer de retravailler le projet de comment s'appelait-il, de Buffy, j'étais avec lui. Il y avait sans doute de Lumelay, je crois. Hein. De Lumelay, non. Il n'était pas dans cette équipe. Copains, peut-être. Non, ils étaient en dehors de tout ça. De Lumelay, c'était l'abri Pateau. De Lumelay, je le vois se précipiter un jour. J'étais avec votre papa en disant « Oh, Jean, c'est incroyable, il y a un dessin dans l'abri Pateau, on l'a pas vu. Alors on est tous partis ventre à terre. Ils étaient en train de restaurer la toiture de l'abri Pateau et soudain on a vu effectivement, je crois, un cerf, quelque chose, un dessin qui maintenant fait... Et ça, il fallait voir 2 enfants. Votre père et puis de Lumelay en train de découvrir un truc. Moi je me dis, ils sont quand même foufous. Grâce à votre papa, j'ai visité aussi le vrai Lascaux. Et je débarquais, moi, dans cette histoire-là. Et puis le vrai Lascaux, à chaque fois que je dis que je l'ai visité, alors votre papa dit, bon, je vais essayer de vous faire visiter le vrai Lascaux. Et j'ai visité le vrai Lascaux avec le gamin qui faisait gardien, mais qui est mort depuis, qui avait découvert le lieu. À savoir, comment il s'appelait déjà ? Celui qui s'en est pas tiré, parce que, enfin, qui s'en est pas tiré, c'était le seul des trois gamins. Ça tourne toujours. Pas Constant, comment il s'appelle déjà ? Martial. Voilà. Jacques Martial. Voilà. Jacques Martial. C'est avec lui que j'ai visité, grâce à votre papa. Vous voyez, qui me faisait faire des trucs. Ah oui, ça c'est. Catherine, si vous n'avez pas visité Lascaux, vous ne pouvez pas comprendre. Moi aussi, il me l'a fait visiter une fois. Très bien, j'y vais, chef. Ah, mais c'est merveilleux d'avoir eu la chance de... C'était pas facile. Et donc, encore moins aujourd'hui. Ah bah maintenant je pense que c'est fini. Les autres ils disaient c'est pour avoir tous les pouvoirs, pas du tout. C'était justement pour pouvoir aider ce village et pour que ça reste un village à dimension humaine, quoi, que ça reste avec ses 800 petits habitants, quoi, que ça soit pas... C'est ce que je trouvais extraordinaire. Et la façon dont ils rencontraient chacun. Et moi, il me disait, mais vous savez, mère, c'est quelque chose, j'aurais jamais pu penser que ce serait un boulot aussi compliqué et difficile. Parce que vous savez, mère, c'est comme curé. Sauf que nous, on nous réveille. Vous savez, quand il y a un gamin qui s'est tué sur la route, et qu'on me réveille la nuit, que c'est moi qui dois aller prévenir les parents, c'est moi. C'est moi le maire qui doit prévenir. Voilà. Et donc, ça, c'est quelque chose, vous ne pouvez pas savoir, Catherine, c'est quelque chose, après, pendant des jours et des jours, je ne peux pas me rendormir. C'est affreux d'être obligé d'aller casser la vie de quelqu'un comme ça. Et voyez comment il était ? Voilà. C'est le seul maire qui me dit ça. J'en ai connu des maires. Voilà. C'est pas marrant d'être maire à cause de ça. Voilà. Il y a le curé et le maire, et puis depuis de plus en plus, c'est surtout le maire et pas le curé. Voilà, pratiquement, c'est ce qu'il est. Hein ? D'ailleurs, ce qui est amusant, c'est qu'ils ont refait les cloches, et comme il avait réussi à mettre du pognon de la commune dans les cloches, du coup, il y a son nom qui est gravé. Alors, il y a Monseigneur Patria, je sais pas quoi, puis Jean Guichard, alors qu'il était complètement athée. Ah bah complètement. Alors, donc, mais c'est bien, il est devenu une cloche, quoi.
Ça lui aurait bien plus d'être une cloche qui sonne faux à l'église, voilà. Voilà, donc... Alors, donc, oui, donc, pour en revenir à l'organigramme, juste, il y avait Michel Richovsky qui représentait les musées de La France, direction des musées de France. Et Denis Vialou, il représentait qui? L'INP. L'IPH. Ou l'IPH, oui. L'IPH, d'accord. Oui, mais l'IPH... L'IPH en tant que scientifique, c'est-à-dire qu'au départ, la direction, le ministère de la Culture, estimant que votre papa n'était pas à même de dire ce qu'il fallait montrer dans ce musée, ne le lui avait pas dit, puisqu'ils ont toujours été très peu francs du collier au ministère de la Culture, c'est le moins qu'on puisse dire, et avait voulu mettre en place un travail entre Michel Richovsky, qui lui tout de suite dira, de toute façon, c'est pas ma partie. En préhistoire, cette partie-là, je la connais pas, je suis plutôt néolithique final, enfin bref, au début, moi, je nageais là, donc c'est d'abord pas ma partie, et Denis Vialou. C'est-à-dire que tous les deux devaient faire ce que votre père, soi-disant, savait pas faire. Or, tous les deux avaient une grande affection et surtout estime pour votre père. Donc, nous avons, à 4, entre votre papa, Denis Vialou, Michel Richovsky, 5, parce qu'il y avait Geneviève et moi, et ben on a fait ce programme, qui a reçu l'aval de tout le monde. Sauf de Clélier-Merle quand il est arrivé, mais comme c'est ça qui l'a suivi, je ne peux pas vous dire. C'était ça en fait, c'était ça. Les inspecteurs, Denis Vialou n'aurait jamais dû en être. C'est uniquement, je vous dis, parce qu'on remettait en cause la crédibilité de votre papa qui a eu Denis Vialou. En revanche, les inspecteurs des musées de France, quand il y a un musée, sont toujours présents, mais pour assister le conservateur, quand il en a besoin. Mais jamais ne se substitue au conservateur. C'est tout. Parce que c'est l'époque où il y avait Cognam aussi, non? C'est l'époque où il y avait Cognam, bien sûr, et Cognam était venu aux Zézis, à l'hôtel Cro-Magnon. Oh bah ouais. Il était venu, quand on avait travaillé cette semaine, il était venu le dernier jour. Ah oui, grand personnage, Cognam. Ah oui. Et Cognam, il se positionnait comment dans cette affaire? Ben, Cognam, c'était lui qui disait que le musée de préhistoire des Zézis ne pouvait être qu'un musée de site puisqu'il y avait des gens en short. C'est lui, le public en short. Mais lui, ce qu'il souhaitait surtout, c'est que ce musée se fasse. Alors, la franchise de Cognam, je ne sais pas. Il se positionnait de façon, comme disait sa hiérarchie, je veux dire. Dans le fond, notre ami Guichard, Delporte s'entend pas trop avec lui, donc, hein, on va rester côté national, on va quand même pas, hein. Et Hubert Landais? Hubert Landais, c'était pareil, c'était les deux pareils. Vous savez, il y avait pas, votre papa, tout le monde l'aimait bien, mais après, il y a leurs propres histoires entre eux. Donc, moi, je ne peux pas vous dire, tout le monde l'appréciait, tout le monde était d'accord pour faire ce musée, il n'y avait que cette espèce d'idée que lui ne saurait pas ce qu'on... Écoutez, je ne peux pas mieux vous dire que des architectes qui répondent avec des dolmens et des menhirs, je ne l'invente pas, ça. Tout ça parce qu'on n'a pas osé dire. Voilà. En fait, ce qu'on aurait voulu, c'est que Delporte fasse le programme, si vous voulez. C'était à lui de le faire. Après tout, qu'il fasse le programme. Et tout ça parce que mon père était arrivé par le circuit Borde, Bureau des Fouilles, Jean Chabert. Oui, c'est pour ça. Avant que ça soit intégré en 72 à la direction générale. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il n'était pas... il avait, voilà. C'est ce qu'une certaine façon, on décidait qu'il n'était pas du sérail. Mais bon... Maintenant, c'est plus du tout comme ça. Hein. Tant mieux. Maintenant, c'est plus du tout comme ça. Et quant à moi, c'était mon premier musée. Je ne comprenais absolument pas comment fonctionnait cette direction. Je ne comprenais pas comment on pouvait remettre en cause quelqu'un comme lui. Donc vous savez, hein, moi, je ramais, moi. Je ramais. Heureusement que je me suis trouvée avec des gens très gentils. Parce qu'après tout, on aurait pu... Enfin, très gentils, très normaux. Pas gentils, normaux. J'aurais pu me retrouver avec Denis Vialou et Michel Richovsky en train de me dire « Oui, faut mettre Guichard de côté. » Pas du tout. C'est le jeu qu'on voulait nous faire jouer et les deux autres, ils ont dit « Il n'en est pas question. On va travailler tous ensemble. » Voilà. Et donc ça a rué dans les brancards en haut lieu Pour finir, vous savez non, parce qu'on ne leur a pas dit comme ça. On leur a dit une fois qu'on a terminé notre document.
Donc après, c'est beaucoup plus subtil, c'est-à-dire qu'on apporte un document qui reçoit l'aval de Vialou et de Ruchowski. Donc Landais et Cognat me disent « Ah, alors Guichard, comment vous le trouvez ce document, vous voyez ?» Oui, très 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 bien, d'autant plus que j'y ai participé. « Ah bon ? Ah ben écoutez, c'est très bien. » Oui, après, plus personne ne dit rien. D'accord. Non, le projet n'a jamais été retardé pour des raisons financières. Il a toujours été retardé pour des raisons architecturales. Par exemple, au dernier moment, même quand ça a été construit, il y avait quand même de l'eau dans les réserves, donc ils avaient mal fait les travaux. Et en même temps, avec votre papa, on l'avait dit depuis le début, parce que quand on se met contre la falaise et qu'on laisse de la place, l'eau, elle vient directement. Donc si vous voulez, toutes les erreurs qu'on avait vues dans le projet, ce sont... Buffy, il avait donc fait 8 mètres de haut, et puis il avait fait des espèces de vitres tout du long, comme ça, comme des arêtes. Et en fait, c'est parce qu'il voyait le bâtiment éclairé la nuit. Il avait fait ça pour la nuit. Alors votre papa lui avait dit, mais écoutez, on peut peut-être essayer de regarder ce que ça donne aussi le jour, parce que ce serait quand même important pour le public. Donc, Puis votre papa, il était contre le projet Buffy, donc il a été assez dur au début. Et Michel Ruchowski, comme moi, vous savez, quand on se retrouvait le soir, on se mettait, on dînait, et puis après, on allait face à la localisation future du musée, on se mettait là et on disait « Est-ce qu'on a fait le bon choix ?» Parce que quand même, ça va être impressionnant, à cet endroit-là, voilà. Et la plupart du temps, j'ai le souvenir de votre papa qui m'expliquait que pendant 50 000 ans, l'homme n'avait pas abîmé cette falaise. Et Buffy, qui à l'oral a dit, on lui avait demandé de décrire son projet, il dit « Je veux laisser une cicatrice ». Et votre papa, il disait « Mais comment je peux prendre un Italien qui est en train de me dire « Je vais faire une cicatrice ». Vous voyez votre père, il dit « Mais vous l'avez entendu, Catherine, mais c'est honteux !» Nous, on dit depuis 50 000 ans, hein, même Froidevaux, il s'était glissé dans le truc, Froidevaux, on croit que ça a toujours été là. Le château, enfin, c'est les restes, c'est quand même incroyable. Et là, tu dis, je vais mettre une cicatrice. Alors, vous comprenez bien qu'il était contre le projet. Parce qu'à l'époque, ce n'était pas anonyme, le concours. Les architectes venaient présenter leur projet. Je vous dis que Buffy, il a dit, il faut laisser une cicatrice. Ah ben oui, mais cicatrice, il n'était pas d'accord, votre père, hein, pour la cicatrice. Ah non, mais c'était vraiment... Et puis après, on avait aussi des soucis. Et puis là, je crois que c'est le dernier gag que je peux avoir, mais je ne me souviens plus de leur nom. Il y avait des types, un couple qui travaillait au CNRS sur les abeilles. Oui, monsieur et madame Darcher. Alors ceux-là... Elle, c'était les fourmis et lui, c'était les abeilles. Oui. Alors ceux-là, ils avaient décidé qu'ils ne se laisseraient pas faire parce que le musée allait être devant leur fenêtre. Non, c'est pas parce qu'ils... Alors on était allé les voir avec monsieur le maire. Là, j'avais vraiment vu ce que c'était. Avec leurs abeilles et leurs fourmis, et payés à rien foutre. Hein. Là, moi, je crois, là, vraiment, c'était dramatique. Et ils en avaient des sous, hein. Ça, je sais pas, mais je me souviens qu'ils étaient très originaux. Un lama dans son jardin. Ouais. Mais lui, il avait des nœuds papillons. Ah, complètement. J'en porte beaucoup. Il avait nœuds papillons, et puis il avait toujours des jeunes étudiantes. Alors, ça courait partout, avec des jeunes étudiantes, chasse à l'abeille. M'a fait rencontrer des gens bizarres, votre papa, quand même. Hein. Je vais vous dire, les Aziz, il doit y avoir un microclimat, quand même, parce qu'ils étaient quand même assez nombreux à être barjots. Ah, mais ces deux-là, ils avaient décidé comment dirais-je, ils feraient tomber le permis de construire à cause de ça. Ils ne pouvaient pas, hein. Ouais. Donc votre papa m'avait dit, Catherine, venez voir, parce qu'il faut qu'on voit si... Non, Vous avez monté une association. Oui, ils étaient tout à fait... Alors, ils n'étaient pas contre le projet. Il y avait aussi Bousquet, qui lui n'était pas au simple propriétaire, qui était un hôtelier, et qui avait décidé de... Oui. Mais là, c'était pour des raisons personnelles. Enfin, ils voulaient faire monter les enchères, non? Ils étaient tous pour des raisons personnelles. C'est ça qui n'allait pas. C'est-à-dire que... En fait, on était en train de faire un grand musée pour tout le monde, et eux, attends, ça va être devant ma fenêtre, et l'autre, oui, parce qu'ils voulaient effectivement faire monter les enchères du terrain. Et puis,
Et puis il y avait quand même ce bâtiment en bas qu'on prenait et qu'on n'aurait pas dû prendre au début. Dans le projet, il n'était pas prévu qu'on l'achète. Après, on s'est dit que c'était mieux comme ça. Quel bâtiment en bas La maison, qui était la fameuse maison du copain du docteur Cabrol, grand ami de Jacques Chirac, et qui nous a cassé systématiquement la DUP, la déclaration d'utilité publique. Elle a toujours été cassée par eux. Ils avaient de tellement bons avocats qu'à chaque fois, ils trouvaient une ânerie, non pas de monsieur le maire, mais du commissaire enquêteur, la plupart du temps. Ce qui fait qu'avec votre papa, on s'est demandé si le commissaire enquêteur, il n'était pas copain et qu'il ne faisait pas exprès la bêtise, parce qu'on se dit, c'est pas possible à ce point-là. C'est ça qui a reculé à chaque fois. Oui, c'est la maison qui a fait à gauche avant de m'attaquer. Voilà, exactement. Exactement. On a des photos comme ça d'avant. Ma mère avait fait faire des photos à M. Rousset, qui était au laborantin, de la queue, la file d'attente. Tout à fait. Alors il y a 5 ou 8 photos où on voit effectivement. Tout à fait. Et c'est ce dont se servait votre papa pour dire mais il faut faire quelque chose. Oui, il y avait ça. Ouais. Il y avait la queue et puis il y avait dans les salles où on voyait même plus les vitrines. On voyait que des têtes. Ouais. Le reste qui nous a toujours énervé, votre papa comme moi, c'est qu'à chaque fois dans les musées d'archéologie, on est dans le noir complet parce qu'ils ont décidé que les types, ils remettent dans la terre ce qu'on a eu tant de mal à sortir, comme dirait votre papa. Ils sont quand même sympathiques, hein, nous on les sort et eux ils refoutent dans la terre, c'est clair. Alors qu'il me disait, mais du temps du paléolithique, mais les hommes, ils étaient tous dehors, ils vivaient au grand air, ils voyaient la lumière. Voilà. Sauf sur Lascaux, et c'est vrai que quand votre papa m'expliquait ça, je n'y avais moi jamais songé que ces types qui étaient en train de peindre n'ont jamais vu la voûte entière. Puisque, ça, il fallait que ce soit votre papa qui me l'explique. Et moi encore, quand je le raconte, les gens me disent, mais pourquoi tu dis ça? Je dis, mais écoute, ils avaient leur espèce de truc, ils avaient leur petite lumière, ils faisaient comme ça, ils voyaient leur partie, mais ils voyaient jamais la voûte. Ça, les gens, vous voyez, les gens comme votre papa, simplement, en me disant simplement ça, moi, je comprenais bien les trucs, c'est simple. Moi, j'ai un papa qui m'a toujours dit, quand tu comprends pas, c'est que les gens savent pas t'expliquer. Donc, quand je revenais de l'école en disant, j'ai pas compris, il me disait, bon, écoute, c'est pas toi qui comprends pas, c'est ton prof qui a pas su t'expliquer, donc ton père va t'expliquer. Voilà, donc moi, je suis partie de ce principe. Donc, avec votre papa, ça fonctionnait bien, parce qu'il rendait tout simple. Voilà. Et votre maman, pareil, pour les enfants. Moi, je vous rappelle quand même de faire de ce musée de Lucie à Astérix, on ne leur a pas dit au ministère, parce qu'ils m'avaient dit ça, le musée raconté aux enfants, vous laissez cet espace, et c'est nous qui l'aménagerons. Parce que si on commence à leur dire nos trucs, ils ne vont pas en vouloir. Et moi, je sais, c'était de Lucie à Astérix, parce qu'on était dans la bonne période. Ça et les petites déesses, là... déesses, je ne sais pas si c'est déesses, les femmes mères, là, vous savez, les Vénus. Le souhait de votre papa dans ce musée, c'était de faire un agrandissement d'une des Vénus, mais comme l'homme qui est là-haut. Et il la voulait en entrée. Très agrandie, et que les gens se disent, mais c'est une statue d'art contemporain, qu'est-ce que c'est? Voilà. Et il voulait que ce soit autour de cette Vénus qu'on grimpe, hein, puisque lui, il voyait, quand on grimpait, c'était la vis de la vie. Donc lui, ce qu'il voulait, c'est qu'on voit effectivement les amibes, les machins qui sortent de l'eau, le truc, etc., en grimpant gentiment. C'est ce qu'ils ont un peu fait, mais moins bien. Et c'était autour de cette Vénus qui devait être un appel, comme votre maman disait, ils seront là, ils se vont dire, mais qui? C'est un Giacometti, c'est un quoi? C'est un... Eh ben non.